et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'était prévisible, c'était prévisible. Les Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer, c'est là où il faut jouer. Et il va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et il Oh, merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. On vous remercie de nous suivre et de nous écouter. Et alors, de quoi allons-nous parler, voire même débattre après ce week-end à Bakou, dans la ville des vents? Ben pourquoi pas de Max Verstappen qui nous a encore offert une masterclass tout le week-end. C'est exactement ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est encore une fois vrai. Et puis en fait, c'est peut-être tout Red Bull F1 qui a un net regain. Tout le monde se demandait qui il était, mais j'ai l'impression que Mekies est en train de se faire un nom. Premier podium aussi pour Williams depuis 2021. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Russell qui termine deuxième. C'est un bon week-end pour Mercedes. On a eu aussi des qualifications chaotiques avec un record de 6 drapeaux rouges. Et puis, on a eu... en parlant de rouge peut-être, on a encore eu Ferrari qui a eu un triste week-end. On peut même se demander s'ils vont pas finir 4e au classement constructeur avec cette reprise pour Red Bull qui a marqué des pilotes, qui a marqué des points avec ces deux pilotes d'ailleurs, et Mercedes aussi qui a fonctionné. En tout cas, autour de moi, Jacques Lafritte pour parler de tout ça et j'espère de bien d'autres choses aussi. On retrouve Léon Signol. Comment ça va, tout auréolé d'or? Ça va, on va dire qu'il y a eu une soirée mitigée, mais je pense que dans notre grande bonté, on a offert une nuit de folie du côté de la Canebière, et donc rien que pour ça, pour ce plaisir d'offrir, c'est beau. Donc, Okay. mais sinon, oui, j'ai une certaine chanson qui est comme qui donne Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or. Donc je vous le fais en mode bashing et pas en et pas en petit chanteur à la croix de bois. Mais sinon, mais ouais, sinon ça va. Un Grand Prix où malheureusement, je pense que c'est de plus en plus en attendant ce changement de réglementation où encore une fois les qualifications sont plus intéressantes que la course du dimanche. On va en parler. Et puis, avec nous, Suzanne Lou, comment vas-tu depuis ce faux bond de la dernière fois? Je n'ai pas oublié de mettre mon réveil cette fois. Non, tout va bien. J'ai bien pensé à mettre mon réveil pour demain 4h30. Waouh. Donc, comme quoi, quand on aime barbecue sport club, on est corporate jusqu'au bout, même à quelques heures de se lever. C'est ça. Non, mais après, c'est aussi les priorités. C'est ça. C'est dans la vie, il y a des priorités. Mais très content d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir. Et bien voilà, Max Verstappen, ça y est, il gagne 2 Grands Prix d'affilée. C'est bon, il va peut-être être champion du monde à la fin de la saison. Bon, je crois que si mes calculs sont bons, il y a encore 69 points d'écart avec Piastri, qui est toujours en tête, avec 25 points d'avance sur son ami Lando Norris. On reviendra un petit peu plus tard, j'en ai pas trop parlé sur ce week-end de McLaren, mais en tout cas, franchement, Verstappen, ça reste le pilote de la saison. Qu'est-ce que t'en penses, Suzanne? Il a au moins 1 à 2 classes au-dessus de son concurrent ou de ses concurrents. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah bah carrément. Je pense qu'il est en train de. C'est le pilote de la décennie, en tout état de cause. Alors, en début de décennie, il avait encore la concurrence de Lewis, mais je pense que plus on va avancer vers 2030 et malheureusement, moins on va y croire. Il est un peu délavé, Lewis.
Mais clairement, Verstappen, même avec une mauvaise voiture, même avec une écurie qui, à un moment donné, nous donnait quelques signes d'inquiétude, et ben, il carbure quoi qu'il arrive, et il est là quoi qu'il arrive, et il fait de sa voiture ce qu'elle ne sait pas faire d'elle-même, quoi. Après, même si je nuance quand même, on voit Tsunoda qui remonte, donc je pense que, bon, Oui. mais je veux pas déflorer le sujet suivant, mais il y a un sujet Red Bull tout court, mais Verstappen, même quand on pense que c'est foutu, il est là, il se démoralise pas, il est plus serein que jamais, moins il a gardé ce côté nerveux dans la conduite, mais n'a plus ce côté nerveux, enfin, moins qu'à une époque, et en tout cas, ça n'est plus à des moments que ça le dessert. Et donc, en plus, il nous montre, pour le coup, un vrai exemple de tête froide et de poursuite de son but, alors même qu'il paraissait très, très loin du titre il y a encore peu. Et donc, bah voilà, un vrai athlète et c'est impressionnant. Et même si, avec la nouvelle réglementation, on verra, mais les cartes peuvent être rebattues si jamais dans ce nouveau monde, c'est Alpine et As qui dominent et que Red Bull s'est complètement planté. Et ben, je suis sûre que Verstappen, il s'en sortira quand même pas trop mal. Je crois que ça a fait un bug dans la matrice. Un peu en tout cas, quand de même. mon côté, quand t'as raconté que Alpinea c'était leader du championnat ou je sais pas quoi, il y a eu comme un truc, ça n'a pas plu au réseau. Mais toi, Lance, toi qui es un fan de la première heure de Max Verstappen, tu le suivais dès qu'il faisait ses premiers tours de kart, que penses-tu de son évolution? Là, effectivement, il avait peut-être pas la pression sur cette saison d'être championnable. Et puis en fait, là, on le voit, c'est vraiment impressionnant. Là, il a fait grand chelem sur le week-end avec la pole position, meilleur tour et victoire. Franchement, il construit sa légende. Bah, je pense que sur le début de saison, c'est un compétiteur. Il avait quand même quelques exploits, quelques espoirs, parce que tu sais jamais où tu es. Enfin, toi, tu connais ta voiture, et enfin, tu la découvres, mais tu connais pas la voiture des autres. Donc, c'est toujours difficile de se positionner. C'est pas comme s'il partait avec au volant d'une Alpine, où tu sais que sauf l'avion qui transporte toutes les autres voitures s'écrase, tu joues pas la gagne. Là, pour le coup, au fur et à mesure de la saison, t'as vu que McLaren c'était derrière. Il a essayé de montrer les pros à certains grands prix. Il s'est même pris des pénalités. Il a même perdu des points parce qu'il en faisait trop. C'est en Espagne. Ouais, Mais sinon, là, donc maintenant, il conduisait sans pression. Faut quand même pas oublier qu'il y a eu des améliorations quand même faites sur la voiture. Là, on a eu des grands prix avec la vitesse de pointe était importante. Donc, tu charges l'aileron avant, tu décharges totalement l'aileron arrière. Ça a l'air de correspondre à son pilotage, plus un nouveau fond plat, il me semble. Donc, ouais, toutes les améliorations sont allées dans le bon sens et ça a l'air de fonctionner. Donc, peut-être que lui aussi commence à y croire à nouveau. Et par contre, il reste 199 points à prendre. Il en a encore 69. Faudrait que les papayes se plantent devant lui. Et de toute façon, on va en parler. Il va falloir que les papayes rules se volent en éclats parce que aménager la chèvre et le chou, ils vont peut-être voir arriver l'ogre l'ogre batave qui va venir à la fois manger la chèvre et le chou. Donc, faudra faire un petit peu attention. Il est jamais battu. Et j'ai envie de te dire, là, il est sans pression. Là, maintenant, il prend tout ce qu'il y a à prendre. Prochain Grand Prix Singapour, où même quand la Red Bull était surdominante, il arrivait à ne pas gagner. Ouais. Donc, je pense que Singapour, ça va être différent. Mais après, il reste quand même des circuits où tu peux aller vite, notamment le quasi-ovale de Las Vegas, où ça peut donner des petites choses intéressantes. Mais en tout cas, il a réveillé l'intérêt de tous les commentateurs de la Formule 1, aussi bien les créateurs de contenu YouTube que des plus grandes chaînes. Et c'est pas pour déplaire, parce que c'est vrai que ce ronronnement et ce n'importe quoi côté McLaren, oui. ça laissait un peu tout le monde sur sa faim. Donc devoir revenir
notre ami Max dans la course. Même les gens qui avaient tendance à être un petit peu virulents avec lui et avec Red Bull sont presque contents. Donc c'est dire qu'il a peut-être, comme le disait Suzanne, il a aussi passé un cap, quoi. Ouais, alors, avant de passer à McLaren, il y a quand même ce point-là à faire déjà sur Red Bull, puisque là, on a Tsunoda qui finit 6e de la course, qui marque des points. Donc effectivement, on peut à la fois aussi se dire que les améliorations, elles sont aussi pour les voitures. C'est pas que Max Verstappen qui masterise encore tout. Il y a aussi la voiture qui s'améliore, et même si on sait que elle est réputée d'être inconduisible pour les partenaires de Max Verstappen, pour Tsunoda ça a l'air de marcher. On disait aussi que l'arrivée de Mekies allait profiter à Yuki, puisque c'était son ancien patron chez Racing Bulls. Comment tu vois la suite, toi, Suzanne, sur Yuki Tsunoda? On sait que lui, il est encore plus sous pression parce qu'il y a quand même la crainte aussi de perdre son baquet pour la saison prochaine, que ce soit chez Red Bull ou chez Racing Bulls. Avec Hadjar, en tant que Français, on est tous persuadés qu'il a déjà son siège chez Red Bull. On a Lawson qui a fait une belle prestation sur ce week-end de course puisqu'il se classe très bien devant Hadjar d'ailleurs. Tout le monde marque des points. Donc comment tu vois la suite? Est-ce que Lance Stroll a pas osé l'utiliser, mais il aurait dû, puisqu'il a le copyright, il aurait pu dire que c'était circonstanciel sur ces 2 grands prix qui vont vite. Mais est-ce que ça continue aussi? Est-ce qu'il y a un petit truc débloqué chez Red Bull après les tourments Horner qui est parti visiblement avec un package colossal? Est-ce que ça y est, ça repart? J'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si la voiture s'améliore, mais la deuxième voiture s'améliore. Et sans doute aussi que Yuki Tsunoda la comprend mieux, mais il y a quand même un effet immédiat à l'arrivée de Mekies, où très rapidement, Tsunoda, il est moins mauvais au début, puis il commence à s'approcher des points, puis il rentre dans les points, et puis il commence à faire des choses... alors effectivement, c'était peut-être circonstanciel, cling cling dans la poche de Lens, mais quand même, il est sur une dynamique ascensionnelle positive. Après, c'est peut-être encore un peu tôt pour statuer sur son sort. Si effectivement il commence à avoir des évolutions sur la voiture qui prennent la deuxième voiture un autre pilotage de Max, peut-être, ou au moins marginalement, c'est quand même un peu tôt. Enfin, il va avoir qu'une demi-saison pour faire ses preuves dans ces conditions, même pas un quart de saison. C'est compliqué. En plus, alors ils ont ressorti, j'ai vu passer ça sur YouTube peut-être, une vidéo de Verstappen qui expliquait il y a 2 ou 3 ans que il avait un problème avec ses chaussures, et donc on lui avait donné les chaussures de Pérez qui étaient encore dans la deuxième voiture, hein. Et puis Pérez, on lui avait donné les chaussures de quelqu'un d'autre, mais bon, les chaussures de Pérez, c'était pas exactement sa taille, et là quelqu'un s'était rappelé que Lawson faisait la même pointure que Verstappen, et donc ils ont récupéré les chaussures de Lawson. C'est pas très intéressant en tant que tel, mais ça dit quand même qu'à un moment donné, Oui. parce que Verstappen, il a un problème de godasse, on prend ses chaussures à Pérez, quoi. Alors que tu ailles penser à aller chercher à l'extérieur à ton pilote de réserve, ok, mais que tu les prennes de ton deuxième pilote, ça n'a aucun sens. Surtout pour des chaussures trop petites en plus pour Verstappen. Parce que donc Pérez fait une demi-pointure de moins que Verstappen, c'est ce que j'ai retenu de cette histoire. Okay. Mais ça dit quand même quelque chose de la culture d'écurie, quoi. Donc, ouais, faut voir. Mais Tsunoda, à mon avis, vont pas le garder. Alors, peut-être pas pour mettre Hadjar forcément, mais enfin, quoique c'est quand même un candidat sérieux, indépendamment de tout patriotisme. Mais est-ce qu'ils vont prendre le risque de partir sur une nouvelle réglementation avec un pilote qui revient à peine de monter à bord, qui a quand même été fragilisé par son arrivée, parce que je pense que mentalement c'était quand même dur, et il est arrivé en disant je suis à la hauteur, il a fait P18 je sais pas combien de Grands Prix,
Donc, je sais pas. J'ai bien peur que Tsunoda, qui était un petit peu, et en plus il a mis du temps à décoller chez Racing Bulls. Donc, bon, c'est peut-être la fin d'un pilote qui était pourtant sur une bonne dynamique. C'est dommage. S'il n'était pas monté sur Red Bull, peut-être qu'il aura une chance dans une autre écurie. Ouais, c'est ce qu'on dit assez souvent, et puis c'est aussi ce qu'on constate. Ceux qui sont passés chez Red Bull, c'est pas facile. Mais maintenant, parlons de là, effectivement, gros week-end de Max Verstappen. Il se rapproche, il est toujours 3e au championnat du monde des pilotes. McLaren, il pouvait être sacré ce week-end s'il signait un doublé. Chose à laquelle ils nous ont quand même pas mal habitués cette saison. Et puis, patatras, Max Verstappen, il se met un petit peu à pleuvoir en qualif. Lui, il y va, c'est le moment de sortir les biscottos. Et puis, il fonce, il finit, je sais pas combien d'avance sur le deuxième, qui est Sainz, qui pensait être une seconde, hein. Je crois qu'il lui met une seconde dans la tronche. Peut-être 5 dixièmes, je crois, ou 7 dixièmes, je sais pas. Mais en tout cas, Sainz pensait qu'il avait tiré le gros lot puisqu'il avait réussi à faire son tour juste avant l'arrivée de la pluie. Et puis en fait non, puisque en fin de séance, il y a Verstappen qui a réussi à sortir un super tour alors qu'il y avait quand même un peu de pluie. Et il y a pas mal de supposément de candidats au titre qui se sont sortis. Piastri se sort, Leclerc se sort. Donc c'était pas si facile que ça. En tout cas, Verstappen était au rendez-vous. En tout cas, donc pour revenir à McLaren, Piastri se sort en qualification, Norris qui lui n'arrive pas justement avec ce moment un peu où il y avait quelque chose à faire dans des conditions un peu difficiles et chaotiques comme on l'a dit en qualif. Il se qualifie que 7e, il me semble. Et en course, Piastri, premier tour, il fait il se plante au départ, il se plante ensuite dans les virages en suivant. Et Norris, 7e, ne parvient pas à tirer parti justement. Ils sont quand même en duel tous les deux. En duel fratricide, on va dire. Et Norris ne parvient pas à prendre, il prend 6 points, alors que il avait quand même 31 points à rattraper sur son coéquipier. Moi, j'ai l'impression que ce qu'ils avaient fait sur le Grand Prix précédent, avec cette histoire de rendre la place suite à l'arrêt raté de Norris, qui d'ailleurs a encore raté un arrêt sur ce Grand Prix, a laissé des traces psychologiques. On ne sait pas trop où ils en sont. En tout cas, on a l'impression que c'est quand même très compliqué de gagner chez eux ou d'être des champions. Ils ont un peu de mal. Piastri, effectivement, il était aussi sur une série de je sais plus combien de Grands Prix d'affilée terminés. Un truc assez important, je crois. 40 et quelques, je crois. Ouais, une trentaine. Donc après, bon, lui, il est pas coutumier du fait de sortir comme ça sous l'effet de la pression, mais en tout cas, lui, celui qu'on appelle Iceman, un petit peu fondu ce week-end. Et Norris, c'est un peu comme d'habitude. Il a rien tenté de la course, alors que c'est là maintenant. C'est pas demain, c'est pas le lundi qu'il faut essayer de doubler les voitures ou forcer un peu son chemin. Suzanne, comment tu analyses ce week-end McLaren? Est-ce que ils ont le droit à l'erreur quand même comme tout le monde? Ils ont de l'avance sur le constructeur, donc ça c'est pas trop un sujet, mais au final c'est un peu décevant. Forcément que ça soit du côté de Piastri et surtout je trouve du côté de Norris parce que lui il avait la porte ouverte pour rattraper. Ça a l'air de la mayonnaise, elle prend pas, en tout cas il n'y a pas le momentum de leur côté. Non, et c'est assez inquiétant parce que du coup c'est à tous les niveaux. À la limite, Piastri se sort. Piastri cale, c'est déjà un truc. Piastri se sort, ça arrive. C'est ni le premier ni le dernier. Mais déjà en qualif, ça n'allait pas. Norris en qualif, c'était pas terrible. Ils ont raté des pit stops, il y a des problèmes de stratégie. Enfin, c'est tout le collectif de travail qui était pas au rendez-vous ce week-end, alors que la semaine dernière, moi je dormais sur mon canapé, mais globalement, tout le monde disait le week-end prochain, McLaren est sacré. Parce que ils sont à tellement peu de points du titre que, évidemment, mais même s'ils font P2 et P4, ça passera. Et personne n'imaginait un scénario, et tout le monde se disait, de toute façon, ils feront sans doute P1, P2 ou P1, P3. Donc, je me dis que le fait que ça tombe le week-end où ils auraient dû être titrés, c'est très dur pour le moral des équipes.
peut-être plus que si ça avait été un autre week-end juste avant un week-end titrable. Donc je sais pas comment ils vont s'en remettre, mais effectivement, petit à petit, tout semble de moins en moins fluide, de plus en plus compliqué. Comme tu le dis, bon bah Norris quoi, il a du talent, mais il est pas. On dirait qu'il a pas. Enfin, on a eu ce débat des centaines de fois. Mais on dirait qu'il a pas envie. C'est-à-dire que là, il y a un boulevard. C'est le moment où il peut peut-être gagner le championnat. Le moment où Piastri rate sa qualif, où Piastri cale. Enfin, il a 1 million, au moins 3 fois où il doit se dire, ça y est, c'est là que je gagne mon championnat. Et peut-être il se le dit. Enfin, j'ose espérer. Mais ça ne se voit pas, en tout cas. Donc ouais, plutôt inquiet. Et puis, alors je sais pas si c'est moi qui suis pas dans un bon mood en ce moment. Ah non, c'est pas possible. Mais en fait, je m'emmerde le dimanche, clairement. Et du coup, j'ai l'impression que McLaren, ils sont comme les Grands Prix, quoi. C'est un peu mou, quoi. Là, c'était raté, donc ça mettait un peu de panache. Mais ils se ramollissent un petit peu. Et c'est dommage parce que ils étaient un peu en train d'écrire leur légende aussi. Donc il y a pas de doute, bien sûr, qu'ils vont être champions du monde et ils ont la semaine prochaine, ils vont se rattraper. Mais à mon avis, la collaboration avec Piastri, elle va pas durer des années. Je pense que Piastri, il va partir. Enfin, je sais pas. Là, je projette complètement quelque chose, mais Norris, je pense que c'est l'enfant de la maison. Je suis pas sûre qu'il se voit ailleurs. Il l'a dit à plusieurs reprises. Piastri, l'histoire nous a prouvé qu'il avait pas peur de. Et quand on a trahi une fois, Non, il a pas trahi. Je suis pas d'accord. Comme Sainz, comme Alonso, c'est les traîtres. Rendez-nous Cédric. Cyril, pardon. Ouais, Cyril, notre ami Cyril. Que fais-tu, Cyril? Que fais-tu, Cyril? Ouais. Lance, week-end McLaren à oublier, à jeter aux oubliettes, mais il y a quand même une sorte d'ambiance un peu de lose un peu, alors qu'ils sont devant, hein. C'est tranquille, ils devraient être un peu conquérants, être dynamiques, et puis on les sent comme accablés par un destin de succès. C'est pas facile. Non, mais surtout, c'est qu'ils sont, je pense que ça sera quand même l'un des deux pilotes McLaren qui sera titré. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure et Suzanne le disait, c'est le meilleur pilote de la grille. Tout le monde sait que c'est Max Verstappen. Donc les mecs, ils vont être titrés, sachant qu'ils ne sont pas les meilleurs pilotes. Enfin, je sais pas, ça serait, je sais pas dans quel mood tu serais. Et après, il y a peut-être aussi le fait qu'il y a la peur de gagner qui est en train d'arriver, comme nos tennisman français qui, quand ils sont à 2 points de gagner un match et de peut-être accéder à une finale de tournoi du Grand Chelem, bon, ok, je m'emballe. Mais de gagner un match important, c'est vraiment que ça va pas. Si on se retrouve à comparer McLaren à un tennisman français, c'est que vraiment c'est chaud là. Donc c'est pour ça, il peut y avoir cette petite peur de gagner. Norris, il a vu ce qui s'est quand même passé, parce que c'est vrai que il y en a un, c'était pas Iceman, c'était plutôt Mr Freeze, hein, au niveau niveau de la qualité, et son copain, c'était un yaourt nature. Donc au lieu d'être un beau yaourt aux fruits avec des vrais morceaux de fraises dedans, donc c'est compliqué à trop diluer et à trop aplanir les choses. Ils rendent finalement les courses aussi insipides. Et donc c'est peut-être aussi ça qui fait que Suzanne fait dodo le dimanche, et qu'elle a cette impression, parce que ça va avec l'écurie dominante. Les GP sont à l'image de l'écurie dominante. Alors je suis pas tout à fait d'accord. Là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que là justement pour le Grand Prix, il y avait les ingrédients étaient là, ils étaient dans l'assiette pour déguster. Il y avait justement
il y avait Sainz qui était aux avant-postes, il y avait Russell, il y avait Lawson, il y avait Adja, il y avait justement pas les gros, et on se disait que ça allait peut-être justement bouger avec cette disparité peut-être de niveau. Puis en fait, non, il y a eu ce que tu évoquais au début, avec les trains DRS qui sont arrivés. Alors, Norris, il y a cet argument-là, il aurait peut-être pu forcer un petit peu le destin, il n'a pas non plus été servi par un arrêt qui l'a fait repartir pile derrière le train DRS et il était bloqué. Même Hamilton, on l'a connu bloqué derrière des trains DRS, ou Verstappen, non, jamais trop, étrangement. Mais écoute, que dire Est-ce que Je trouve qu'il y a aussi un sujet de réal. La Real cette année, elle est pas incroyable. Les rares fois, déjà que on est dans une saison où effectivement il y a beaucoup de trains de DRS, les niveaux se sont un peu harmonisés, donc forcément c'est un peu moins et il n'y a pas de concurrents qui attaquent beaucoup. Enfin, en tout cas, comme c'est Inter-Écurie et Ouais. No Rules Papaya Rules, c'est pas fantastique, mais en plus la réal elle est un peu plate. Dès qu'il y a une belle action, il filme en bas, tu vois rien, ou alors il C'est filme vrai. autre chose et tu le vois dans la mini fenêtre live. Voilà, je pense que ça joue aussi dans ce sentiment global. On savait que ce serait une saison, c'est une fin de réglementation, mais oui, ce Grand Prix-là, en fait, je pense que peut-être que les qualifs nous ont fait attendre quelque chose. Bon, effectivement, on avait une grille qu'on n'avait jamais vue. On avait plein de drapeaux rouges. Donc, tu te dis, bon, ça va être un Grand Prix un peu palpitant. Ah Il y a ouais. l'effet déceptif qui joue aussi, mais pour tout dire, moi, donc, j'ai récemment changé de travail et je connais pas encore super bien mes collègues. J'ai pourtant accroché ma petite photo là dans mon bureau de mon photomontage de moi en Charles Leclerc. D'ailleurs, je sais pas si c'était une bonne façon de mes anciens collègues de me souhaiter bonne chance dans la vie. Je sais pas. Mais, C'est peut-être un mauvais signe, ouais. ouais, bon, ils n'y connaissent rien en F1, mais maintenant ils écoutent Barbecue, donc c'est déjà ça. C'est cool ça, on les salue d'ailleurs. C'est eux alors. Salut à Ouais. tous. Et j'entends deux nouveaux collègues arriver, discuter dans le couloir en disant, ah bah non, mais une course comme ça, on l'a vu que ce week-end. Et vraiment, j'ai eu un moment en me disant, ils parlent de F1? Ah non, c'est sûr que non. C'est même pas la peine que je me lève pour essayer d'aller discuter avec eux parce que c'était clairement pas la course du week-end, quoi. Enfin, c'était pas le week-end de la course de l'année. Ouais, Bon, et en fait, ils parlaient de bateau. course de bateau. Ah oui, il y a du Sail GP en ce moment. Voilà, un truc comme ça. Non, mais visiblement, c'était bien ce week-end. Après, moi, pour continuer justement, après les qualifications, il y avait quand même des courses dans la course, c'est que on savait que Ferrari était performant. Là, j'embraye sur Ferrari, mais ils avaient montré dans les essais libres qu'ils étaient là. Ils sont ratés en qualification. Il y a un truc qui a pas marché, donc on se disait Leclerc, il part de loin, il peut remonter. Hamilton aussi, quand même. Enfin voilà, à un moment donné, peut-être qu'il va s'en sortir. Norris 7e, il a tout à gagner à forcer le truc pour monter et faire le trou avec Piastri. Et puis en fait non, il s'est rien passé de tout ça. Et c'est ça qui a causé à mon avis un truc déceptif sur ce dimanche de course. Mais c'est vrai que Bakou avait été quand même le lieu de pas mal de dimanches assez rocambolesques. Mais il n'y a pas eu trop de ça. Oui, parce que on voit que sur un malentendu, une voiture finit tout droit dans des Tech Pro. On en a eu pas mal. C'est vrai que tu prends tout de suite Piastri qui s'encastre au premier tour. Tu dis qu'il peut y avoir des petites choses, etc. T'as quand même eu quelques dépassements dans la ligne droite où c'est plus où un avion pourrait se poser. Donc c'est tellement elle est longue. Mais finalement derrière, vu que le DRS, il y avait pas plus d'impact que ça, donc ils ont même pas pu l'enregistrer l'utiliser parce que il y avait pas d'aileron arrière, donc c'était déjà quasiment des DRS dans les faits, les ailerons arrière tellement ils avaient rien mis comme appui. Donc finalement, ouais, tu te retrouves à avoir, fallait vraiment un gros différentiel entre les voitures pour que ça puisse fonctionner. Okay. Donc et surtout c'est que tu l'as dit, finalement à part Max. En fait, c'est des seconds couteaux, sans aucun mot derrière, ou mauvais esprit. C'est eux qui finalement ont animé la course. Et c'est vrai que quand on a vu les 3 premières lignes du Grand Prix,
Et surtout, c'est que, oui, il y a eu quelques gouttes d'eau, mais c'est pas ça, normalement, qui doit empêcher les plus grands pilotes de pouvoir aller un petit peu plus loin. On a l'impression que Norris avait peur et qu'il a pas enclenché. Et dire que quand on voit ses temps, il fait son meilleur temps en Q1. En Q2, c'est moins bien, et en Q3, c'est moins bien. Alors que tu prends Max Verstappen, c'est l'inverse. Et le moins bon temps en Q1, il améliore en Q2, il améliore en Q3. Donc c'est déjà dans le mindset, dans l'approche sur la qualification, tu vois que les mecs ils sont pas câblés pareil quoi. Donc peut-être aussi ça, c'est que finalement ceux que t'attends au rendez-vous, euh, comme quand tu regardes en ce moment les matchs de football en Premier League, le championnat anglais, toutes les grosses affiches sont déceptives. C'est-à-dire que là il y a quasiment aucun gros match depuis le début de la saison, les grosses affiches qui ont donné un beau match. Si tu veux regarder un match intéressant, faut regarder Fulham contre Brentford, quoi. Donc, alors que Arsenal-Liverpool, ça a fait un. Après, il y a peut-être, c'est peut-être d'autres facteurs. C'est peut-être d'autres facteurs que le. Donc, après, je sais pas, t'as peut-être l'enjeu qui cristallise un petit peu les gens, et que ceux finalement qui osent, c'est quasiment ceux qui n'ont rien à perdre et donc tout à gagner. Et qu'au final, eux, s'ils se plantent dans un Tech Pro, tout le monde s'en fout. Alors que Piastri qui se prend un Tech Pro au virage 5, là tout de suite. Et surtout, c'est ça, c'est que derrière, ça n'en profite pas. C'est-à-dire que Norris, il part P7, il arrive P7. Donc, c'est ça qui est gênant. Alors après, c'est pas de sa faute. Hein. Dans un sens, lui, s'il fait un arrêt où il reste au pit 4 secondes au lieu des 2 secondes auxquelles nous nous ont habitués toute la saison, c'est ces fameuses 2 secondes qui lui empêchent peut-être d'aller chercher un peu plus de points. Mais c'est l'effet de course. Et là, c'est pas son copain devant qui le laisse passer parce que dans les stands, ils ont merdé. Hein. Je pense que les Russell, Lawson, etc., qui étaient devant, Antonelli, ils vont pas lui faire de fleurs. Hein. C'est un fait de course. Il a le petit chat noir quand même, Norris quand même, entre la casse moteur, les 2 arrêts ratés et tout ça. Ces derniers temps, c'est pas simple. En tout cas, pour quelqu'un pour lequel ça s'est bien passé, c'est notre ami. J'ai dit le traître, mais bon, chacun son avis. Ça a l'air d'être un game mec assez marrant, mais bon, chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, premier podium pour Williams depuis 2021, sachant qu'en plus 2021, c'était, il me semble, le Grand Prix de Belgique où Russell, il y a eu qu'un tour, en tout cas, donc c'était compliqué, mais en tout cas, ça y est, podium pour Sainz, qui avait une année un peu compliquée. Il souffrait un peu de la comparaison avec Albon. Albon qui a lui, c'était pas incroyable ce week-end-là pour lui. En tout cas, côté Sainz, c'était cool. Et puis il est marrant. Moi, je l'ai trouvé assez marrant et tout guilleré. Ça faisait plaisir à voir. Et puis, après, c'était aussi c'était probablement aussi Bakou, un contexte favorable pour la Williams. En tout cas, il s'en est bien servi. Que pensez-vous de Carlos Sainz et puis de manière plus générale de Williams? Peut-être on va peut-être pas trop passer de temps sur Alpine pendant ce barbecue parce que à part répéter ce qu'on ne fait que dire depuis maintenant je sais pas combien de saisons. Williams, on a l'impression que c'est un peu la force tranquille, ils construisent et ça a l'air de prendre. Ils se laissent entendre que Alpine ne se laisse pas, par exemple. Qu'en penses-tu, Suzanne? Alors sur le cas Williams, j'ai l'impression que c'est long de rebâtir une écurie qui était partie si bas. Mais globalement, petit à petit, brique par brique, ils ont consolidé leur line-up, puisque le départ de Russell, c'était quand même un petit coup pour eux, parce que ça faisait quelques années qu'il était là-bas, et bon, c'est pas ses coéquipiers qui changeaient la donne. Là, ils ont un line-up équilibré, même si effectivement Sainz, il a mis un peu de temps à démarrer, mais je pense que ça va lui donner la confiance dont il manquait, parce qu'en plus, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que chez Ferrari, à la fin, il a quand même un peu souffert, y compris dans son mental. Donc, le fait d'arriver chez Williams, de se faire distancer à ce point-là par Albon, ça n'a pas dû aider non plus. Donc, là, ça va peut-être l'aider un peu à revenir, parce que Sainz, quand même, hormis sur la fin chez Ferrari, il a toujours tenu la dragée
plutôt haute, ou en tout cas pas très loin de Leclerc. Donc voilà, il n'y a pas de doute sur ses talents de pilote. J'imagine pas qu'il soit champion du monde un jour, mais c'est pas un pilote de fin de grille normalement. Donc voilà, Williams, je trouve en tout cas que c'est une transformation industrielle plutôt rassurante. Elle est lente, mais elle a l'air saine. Il faudra voir la nouvelle réglementation. Ouais. S'ils sont passés à côté, bon, voilà, il y a aussi cet enjeu-là. Mais en tout cas, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils ont posé petit à petit le cadre pour aborder cette prochaine saison sereinement. On est quand même très très loin du Williams de la fin de l'ère Williams, de la famille Williams. En plus, j'imagine que ça doit être extrêmement compliqué dans une entreprise comme celle-là qui est née et qui a été façonnée autour de la personnalité de sa famille fondatrice, d'en sortir du giron comme ça. C'est très déstabilisant pour le collectif, et donc voilà, je trouve que en tout cas, ça me donne l'impression d'une transformation saine. Et donc, j'ai envie de projeter que ça se passera bien l'année prochaine et que la saison-là se terminera pas trop mal. Ils sont pas, je pense qu'ils ont jamais imaginé être P4, mais Bah là, ils sont quand même cinquième au classement constructeur. Je sais pas trop parler de points, mais ils sont. C'est les premiers des derniers en fait. Ils sont devenus les chefs du midfield. Il y a un gap qui est irrattrapable pour monter quatrième. Ouais. Mais ils ont bien assis leur position. Ils sont en quatrième, c'est Red Bull. Alors je vais faire le classement par le haut. McLaren 623, bon, devant Mercedes 290, qui a repris la deuxième place à Ferrari sur ce week-end. Ferrari 286, et puis toc toc qui revoilà Red Bull Racing 272, donc ils sont plus qu'à 14 points. Et derrière Williams, alors effectivement énorme trou, cinquième position, 101 points. Mais devant Racing Bulls, alors Racing Bulls on dit c'est cool, il y a Jar, là il y a Lawson qui a performé, mais pour autant Williams ils ont 29 points d'avance, suivi de 7e Aston Martin, on a arrêté d'en parler, il y a Belle Lurette, Sauber on parle un petit peu de temps en temps parce que il y a Hülkenberg, As 44 points, et puis dernier Alpine 20 points, et eux à mon avis les derniers seront pas les premiers. Est-ce que toi aussi tu penses que c'était le plus beau podium en carrière de notre ami Carlos Lantz? Non, parce qu'il a quand même gagné des courses. Donc dans un sens, ça peut pas être le plus beau. C'est ce qu'il a dit. Hein. Mais c'est ce qu'il a dit. Hein. Ouais, alors après, parce que c'est le premier chez Williams. Il a quand même, comme l'a dit Suzanne, il n'a pas eu une saison extrêmement simple jusque-là. Donc finalement, c'est vraiment les premiers gros points. Alors après, qu'on aime le bonhomme ou pas, je crois que c'est que le deuxième pilote à faire un podium dans 3 écuries différentes. Donc dans l'histoire de la Formule 1. Donc l'autre, ça doit être Alain Prost, il me semble. Oui, c'est ça. Dire de bêtises, mais je crois que j'ai vu passer cette statistique. Ouais. Donc ça marque quand même le truc. C'est son premier podium avec Williams. Ça, lui pour le coup, ça va le regonfler. Il va pouvoir, espérons pour lui, enchaîner, même si il va pas forcément avoir tous les week-ends où t'as les deux McLaren qui se loupent, les 2 Ferrari qui se loupent. Ça fait quand même du monde, avec en plus Max qui revient aux affaires. C'est ce qu'on dit toujours. Normalement, en plus les 2 Mercedes qui fonctionnent. Voilà, normalement, si tout se passe bien pour toutes les équipes, déjà tu fais P8, t'es content. Normalement, c'est l'ordre des choses. Là, bah le podium, forcément, c'est pas mal du tout. Après, l'équipe monte progressivement. Elle s'est quand même, quand elle a commencé à se construire avec Albon qui a vraiment bien remonté le truc. Et là, on savait qu'avec l'arrivée de Sainz, ils avaient l'un des meilleurs duos de pilotes de la grille. Alors bien sûr, après t'es dépendant de ta voiture pour aller plus ou moins loin. On savait que les Williams sur les circuits extrêmement rapides, délestés de tout appui, c'était des fusées, et elles ont déjà réussi à faire des petites choses. Là en plus, ça a l'air de progresser, et avec des bons pilotes, donc c'est normal de les retrouver là. Et ils devraient pas se faire avoir comme les saisons passées avec Alpine,
où il y a eu des victoires ou des doubles podiums en fin de saison qui ont été le baobab qui cachait la forêt, parce Oui. que ça ne méritait pas ces classements-là, au moins sur la régularité, parce qu'au bout d'un moment les points tu les mets, donc le mérite est là. Mais c'est vrai que Après, ouais, il y a juste pour parler de la concurrence entre pilotes chez Williams, on a Albon qui a 70 points et Sainz qui en a que 31. Il y a quand même 39 points, 40 points d'écart. Et Sainz, lui, justement, c'est pour disait ça, tu vois, qu'il n'avait ouais, jamais réussi à mettre tout bout à bout sur, comme on dit, sur cette saison pour l'instant. Et là, ça a fonctionné. Pardon, là, Lance, tu te rends compte, en un week-end, il a marqué 50% de ses points, quoi. Ah ouais. Donc tu m'étonnes qu'il était heureux. C'est ça. Peut-être. Comme Lawson qui a mis 30% de ses points en inscrivant 10 points alors qu'il en a 30. Donc c'est tout de suite ça fait un glow-up. C'est ça. C'est vraiment. Ouais, mais on n'avait pas trop parlé des points côté Racing Bulls, mais ouais, Adjar il a 39 points et notre ami Lawson revient à 30. Donc effectivement, on peut imaginer que à la fin de la saison, Adjar, il est toujours aussi, il fait toujours autant plaisir à voir, hein, mais il a encore marqué des points pour je sais plus quel 3e Grand Prix consécutif. Mais son coéquipier est pas très loin de lui, et c'est pour ça qu'il était pas très satisfait d'ailleurs, Adjar, à l'issue de ce week-end. On va peut-être faire un petit focus là sur Mercedes. Mercedes qui fait un bon week-end cette fois-ci avec Russell et Antonelli. Antonelli, ça devenait très très compliqué et là ça doit faire du bien de marquer les points qu'il a marqués. On a une écurie qui est quand même eux c'est pareil en fait depuis qu'Hamilton est parti, ils ont peut-être moins de pression qu'avant. On les attend pas trop cette saison, tout comme Russell au final on l'attend pas trop, mais il est quand même toujours là. Il est au classement pilote, il est 4e. Mercedes là ils sont 2e au classement constructeur et à noter tout de même que ils ont toujours pas de pilote confirmé pour la saison prochaine. Ils ont visiblement entre Toto Wolff et George Russell, c'est compliqué pour signer. Suzanne Lou, est-ce que tu as des infos? Bah, non, malheureusement, c'est bien dommage parce que sinon je passerais mes week-ends directement en paddock VIP. Et je vous inviterai parce que je suis sympa. Oui. Mais non, je n'ai pas d'infos. Par contre, ce qui est certain, c'est que si je dis pas de bêtises, j'ai vérifié ça quand même. Tous les ans, ils font des signatures de contrats très tardives. C'était souvent dans les derniers. Et pas que Hamilton, également a signé Russell. Alors, bon, il y avait tout un tas de questions, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus dans leur pratique. Après, je trouve que ça devient un petit peu tard, là, surtout après toute ce battage médiatique autour de la potentielle arrivée de Verstappen. Enfin, c'est le meilleur moyen de déstabiliser un peu ton line-up. Antonelli, dont les rumeurs ont dit qu'il pourrait finalement se faire rétrograder dans une autre écurie. Bien sûr que ce sont des rumeurs et je suis pas sûre qu'il y ait un réel fondement, mais il est jeune en plus, donc il y est sans doute sensible. Enfin bon voilà, je trouve que là ça commence un peu à tarder et je sais pas si c'est très sain pour eux. Mais le fait est que oui, Mercedes, ça reste même quand ils sont. Enfin, ça fait 3 ans qu'ils ont une voiture pas ouf, pour ne pas dire pourrie. Ils arrivent quand même, et ils disent eux-mêmes, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient en faire. Donc ils l'ont quand même amélioré. Et dans l'ensemble, même avec leur voiture pas terrible, ils ont toujours plutôt bien géré. Et donc, et eu des scores beaucoup plus élevés que ce qu'on imaginait qu'ils auraient. Bah, disons que c'est un peu Russell, c'est le Verstappen Russell, c'est un peu le Verstappen de Mercedes. Il maximise et c'est les blagues qu'on fait avec lui. On le voit pas, mais à chaque fois, il arrive à sortir des points d'une écurie où ça a l'air plus compliqué. Excuse-moi, Non, mais moi, j'adore Russell. Donc, de toute façon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le Verstappen de Mercedes. Mais je pense que Russell est un bien meilleur pilote que ce qu'on en pense souvent. Mais effectivement, il est discret, quoi. C'est la force tranquille pour le coup. Mais je pense qu'il est moins tranquille que Norris.
Oui. Mais c'est pas que le pilote, même si c'est un bon pilote. Je pense que toute l'écurie derrière, en fait, montre tout l'appareil et la solidité de Mercedes, hérité de leur époque dominante, sans doute, montre que même quand ils se sont plantés à ce point sur la bagnole, ils arrivent à tenir plutôt bien au regard des circonstances. Et sans accuser le choc de passer de premier à la voiture qui marsouine le plus du paddock. Et donc, franchement, pour ça, c'est admirable. Et ça tient sans doute de la même façon qu'on attribue les errements de Red Bull à son ex-team principal. Je pense que ça tient aussi à ce que Toto Wolff a mis en place, ou tout du moins des gens dont il s'entoure. C'est jamais ça la qualité première d'un chef, hein, c'est de bien s'entourer, mais dans l'ensemble, Mercedes est solide, même quand ils se sont plantés. Et il l'illustre encore une fois là, en revenant deuxième. Ils vont peut-être être vice-champions. Alors, peut-être pas, ça reste encore très serré avec Ferrari, mais ils me paraissent quand même plus dans une logique Oui. montante que Ferrari. Ou, Bon, ça ou sera notre vraiment, prochain, ça sera notre prochain sujet. Je vais laisser Lance raconter un peu son Mercedes, puis on enchaînera sur Ferrari derrière. Est-ce que toi, président de Mercedes, tu ferais comme Toto Wolff avec ses pilotes, avec sa volonté de se laisser, parce que la rumeur c'est qu'en fait Russell il veut pas signer un contrat d'1 an, il veut signer un contrat de 2 ans, et que Toto Wolff il veut signer un contrat que de 1 an, parce que si jamais, parce que la rumeur, je sais pas comment ils ont fait ça au niveau du marketing, la rumeur c'est que le moteur Mercedes pour la prochain 2026 c'est une fusée. Donc lui, il veut qu'en gros, à la suite de la saison 2026, Verstappen signe chez Mercedes. Bon, alors, le fait qu'on puisse en parler comme ça sent un peu le secret éventé, mais genre le secret c'est pas vraiment un secret d'alcôve. Mais en tout cas, qu'en penses-tu? Bah après, là-dessus, je pense qu'à un moment, il va pas forcément trop avoir le choix, parce que là, je regardais justement pour ce qu'on sait des baquets libres la saison prochaine. Donc à part Verstappen qui a quand même prolongé jusqu'en 2028. Donc même si tu le fais venir en 2026, il va quand même falloir lâcher un beau chèque pour casser le contrat. Et je pense que Verstappen doit avoir un bon salaire. Donc sauf si bien sûr t'as une fameuse clause où si le gars finit en dessous d'une certaine place, peut-être qu'il sera libéré. On n'en sait rien, on n'était pas dans le bureau et on n'était pas avec les avocats ou les juristes quand tout a été signé. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a les 2 places Mercedes qui sont pas verrouillées. Il y a une place chez Alpine, à côté de Pierrot. Bah, sur les 4 Red Bull, il y en a 3 où on ne sait pas encore, même si on sait qu'Isaac y sera, mais est-ce qu'il sera dans la team principale ou la team secondaire? A priori, lui, il est partant pour aller tout de suite chez Red Bull. Hein, quand on lit et on écoute ses interviews, il est. Moi, c'est ce que j'aime du côté d'Isaac. C'est la même chose qui me fait apprécier Piastri. C'est des jeunes qui n'en veulent avec les dents qui rayent le parquet, quoi. C'est-à-dire que ils veulent tout bouffer, quitte à se brûler les ailes. Donc c'est. Mais bon, quand tu vas chez Red Bull, te brûler les ailes, normalement, ça devrait aller. Mais voilà, et en fait voilà, c'est ça les places qui restent. Donc finalement, est-ce que Russell, s'il signe pas chez Mercedes, est-ce qu'il va aller chez Alpine? Non. Est-ce qu'il va aller chez Red Bull? Ça serait rigolo, parce que si tu te retrouves avec un swap Russell Red Bull, Russell Verstappen entre Mercedes c'est pas mal. et Red Bull, ça pourrait être ça pourrait rigolo ça. Faire des étincelles. Non, mais voilà, donc finalement je pense que ça va se faire. Peut-être que lui veut 2 ou 3 ans. Oui, Toto lui propose un. Peut-être qu'ils couperont la poire en deux avec un 2 ans. Et que voilà, tu peux t'arranger aussi avec Red Bull si tout le monde s'entend. Je pense qu'il y a, au bout d'un moment, quand il y a autant des montants de dollars sur la table et les intérêts des uns et des autres, je pense que c'est un monde assez intelligent pour s'entendre. Donc bon, à voir ce qui se passera, mais en tout cas oui, mais on est habitué chez Mercedes. Et ils ont une voiture en bois, mais à chaque fois qu'il y a un trou de souris pour aller choper des points, les mecs ils y sont.
c'est l'antithèse de Ferrari et des autres. C'est qu'ils arrivent à maximiser. Et Russell, finalement, arrive à faire le taf parce que Antonelli, il a sous-performé pendant depuis le Grand Prix à la maison. C'était quand même pas ouf. Et donc, finalement, Mercedes arrive à être deuxième avec quasiment un pilote ennemi. Alors après, est-ce qu'on dira que Ferrari a aussi un pilote ennemi? Malheureusement pour un septuple champion du monde aujourd'hui, c'est presque lui le boulet de l'écurie. Alors, c'est la transition peut-être, mais juste comptablement, Leclerc il a 165 points, Hamilton il en a 121. C'est pas non plus. Après, notre ami Antonelli il a 78 points et George Russell il en a 212. Et il faut noter quand même que George, effectivement, il y a que 4 pilotes qui ont gagné cette saison. Piastri, Norris, Verstappen, Russell. Donc pas de victoire Ferrari d'ailleurs sur cette saison. Peut-être à Singapour, je sais pas. Mais donc. Mais ça d'ailleurs c'est un truc et c'est là aussi c'est la portée de la chose. Même si Ferrari fait la 2025, la saison est moisie. Il suffit d'une victoire de Lewis Hamilton, mais là c'est hélicobite dans toute l'Italie et dans le monde entier de la Formule 1. C'est-à-dire que les gens, même de pas la Formule 1, c'est iconique. Du coup, c'est iconique, ça devient iconique. Ça fait la une de l'équipe, ça fait la une de tous les journaux. Les Ricains, ils seraient fous. Les Anglais, on n'en parle même pas, et les Italiens non plus. Donc c'est pour ça. Il suffit peut-être d'un truc. Bon, après, ils en sont pour l'instant assez loin. Mais il suffira d'une étincelle. Il suffira qu'on s'aime, comme dit l'autre aussi. Mais sinon, voilà, il faudrait... il manquerait pas grand-chose pour que, limite, les gens oublient tout le reste. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut oublier? Qu'est-ce qu'il faut oublier? Parce que nous, on n'oublie pas. Nous, qu'est-ce qu'il faut oublier? Qu'est-ce qui se passe chez Ferrari? On comprend pas. Week-end après week-end, alors on parlait de déceptif, mais c'est week-end après week-end. Là, on les sentait bien, on les sentait un peu reboostés. Hamilton même, on le sentait chaud. Les essais libres, c'était le meilleur vendredi de la saison. Et là, voilà, il y a plus rien qui. Le samedi, ça marche plus. Et puis de toute façon, effectivement à Bakou, avec un samedi qui a pas marché, le dimanche c'est compliqué. Des trucs anecdotiques, mais rien que l'histoire de rendre la place à la fin de la course par Hamilton. Alors moi je me disais s'il faut c'est Leclerc qui est tellement atterré qu'il a même pas voulu reprendre sa place, mais en fait c'est Hamilton qui a fait semblant de lui laisser. Désolé, il manque 4 dixièmes. Enfin, il y avait eu tout ce truc avec Vasseur où il était censé partir, où il était être mis à la porte presque, puis au final il a prolongé. Hamilton avec ses tourments psychologiques. Leclerc enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe chez Ferrari, sachant qu'ils avaient quand même dit, ils avaient pas dit qu'ils avaient tout arrêté depuis. C'était pas les premiers à avoir arrêté tout le développement en 2025. Donc, qu'est-ce qui se passe, Lance? Je pense que tu as tout dit. C'est un ensemble de choses. Je pense que là, les gens, les événements leur tombent dessus les uns après les autres. T'as quand même, Leclerc qui plie la voiture aussi dans le week-end dans les Tech Pro. Et t'as Lewis qui est, tu sens qu'il est perdu dans cette voiture, mais finalement comme il l'était aussi dans la Mercedes la saison passée ou même depuis cette réglementation. Alors est-ce que on retrouvera c'est depuis son titre. Depuis le braquage, depuis le braquage. Ouais, mais ça correspond aussi avec la voiture ratée. Avec la voiture ratée et la nouvelle réglementation. Je pense que peut-être que les voitures à effet de sol ne correspondent pas à son pilotage. Peut-être que la saison prochaine, où c'est à nouveau une réglementation orientée moteur, peut-être que ça lui ira mieux et on parlera et quand on réécoutera les émissions ou de ces limite 3-4 dernières années. Parce que Lance réécoute les émissions. Je sais pas si vous étiez au courant. Lance réécoute les émissions barbecue. Voilà. Donc c'est pour la mémoire. Peut-être que l'année prochaine ça lui ira un petit peu mieux, mais pour l'instant,
il mange son pain noir et il essaye de faire progresser la voiture, mais bon, comme tu l'as dit, le développement est arrêté aujourd'hui. Tu essayes juste de mieux comprendre la voiture pour essayer de faire les réglages au mieux. Et peut-être que tu as aussi ce truc-là, c'est que performant le vendredi, quand les autres font encore des essais, des réglages, on connaît les solutions magiques trouvées par Red Bull où il clique le truc au bon endroit et la voiture de caisse à savon le vendredi, ça devient une fusée en qualification le samedi. Et finalement, peut-être que tout le monde arrive à monter ce cran-là, ou alors c'est de l'esbrouf en faisant tourner les bagnoles remplies d'essence avec certaines configurations, qui font que peut-être que les Ferrari sont un peu plus performantes, mais que quand tout le monde se met en configuration course et qualification le samedi, eh ben elles sont larguées. Donc est-ce que tu as encore ce jeu de poker menteur? Je pense que oui, mais après voilà, c'est est-ce que Ferrari c'était plus lisible les saisons passées où la voiture était bonne le samedi mais pas bonne le dimanche, et après c'était l'inverse, elle était pas bonne le samedi mais elle était meilleure le dimanche. Mais vu que ta course du dimanche dépend de ta qualification du samedi, je pense qu'en ce moment, tu vois, quitte à revenir en arrière, il y a la voiture d'il y a 2 ans, bah aujourd'hui il vaut mieux être performant le samedi, et peut-être que Ferrari serait champion du monde constructeur en ce moment. Donc les choses se mettent pas s'embriquent pas de la meilleure des façons, se déroulent pas de la meilleure des façons, et t'as d'autres écuries à chaque fois qui réussissent à transformer les essais. Donc je pense qu'il y a quand même une sorte de cercle vicieux. Je pense que les gens sont pas dans un bon mood, les pilotes non plus, les mécanos non plus. Enfin, je pense que toute l'équipe est en bad trip, et que à part vraiment une bonne performance, une victoire de Charles ou de Lewis, là en ce moment on n'a pas une victoire, mais même un podium. C'est ça. Et peut-être que ça pourrait faire repartir la chose. Parce que c'était un circuit pour Charles Leclerc. Quand Lewis a gagné une course sprint, c'était limite le dimanche était décrété jour férié. Hein. Donc c'est pour ça, il suffit, je pense, de pas grand-chose pour que la machine soit montante. Que le Phoenix soit rouge. Et puis je pense qu'il y a un sujet, on parlait de Williams tout à l'heure. Alors Williams, ils sont tombés au fond du trou dans lequel Ferrari n'est jamais tombé, mais Ferrari à l'arrivée de Vasseur, c'est quand même une organisation dont on sait à ce moment-là qu'elle est dysfonctionnelle profondément et depuis longtemps. Sauf que Vasseur arrive, la voiture est un peu meilleure, Hamilton arrive, et donc tout de suite il y a une énorme pression. Et finalement, on attend de Ferrari mais parce que Ferrari nous le fait attendre aussi, hein, à travers sa communication, à travers tout ce qu'elle nous dit, mais on attend de Ferrari qu'elle redevienne tout de suite la meilleure. Sauf que il faut quand même du temps au temps quand tu as des dysfonctionnements qui sont pas juste comme Mercedes quand eux ils sont plantés sur le modèle de voiture, et d'ailleurs on voit la résilience de Mercedes avec une mauvaise voiture. Ferrari n'aurait jamais pu traverser ça, je pense, parce que l'organisation est dysfonctionnelle, et donc peut-être qu'on est trop pressé aussi avec Ferrari, ou peut-être qu'ils sont trop pressés avec eux-mêmes aussi, et que du coup ils passent à côté de leur remédiation. Mais c'est un modèle très différent de celui de Williams dans la reconstruction. Mais au final, celui de Williams montre une évolution positive. Ferrari, alors certes, il y a quand même pas si longtemps, ils faisaient des pit stops, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Là, toute la saison, ils ont aligné des 2 secondes, 2 secondes 2. Enfin, ça y est, ça s'est réglé. Donc, ils nous montrent qu'ils sont capables quand même de se corriger profondément, en tout cas sur cet axe-là. Donc peut-être que derrière, ils sont en train de le faire sur tous les autres axes différents internes. Mais bon, voilà. Et puis c'est sûr qu'effectivement, tout le poids de la presse, de la rumeur, les pilotes manifestement pas heureux, ça contribue aussi à l'image qu'ils donnent. Mais qu'ils ont un petit peu créé cet effet déceptif avec cette communication monumentale et monstrueuse autour de l'arrivée d'Hamilton, où on nous a tous revendu un rêve incroyable.
Mais ouais. Alors, est-ce que le rêve est terminé ou est-ce que le rêve va arriver? Je sais pas. Juste pour dire quand même que Leclerc, il est à Ferrari depuis 2019. Donc le temps, après, c'est peut-être chaque saison, ils se laissent pas assez de temps, mais ça fait quand même, ils ont eu quand même du temps depuis qu'il est là. Et je dis pas ça contre Charles Leclerc, hein, je dis juste que ça fait maintenant, c'est là, ça doit être la 6e saison. 6e? 7e saison chez Ferrari pour Charles Leclerc. Donc, et c'est vrai qu'il y a un côté un peu répétitif dans ce qu'on peut voir. Sauf que là, il y a. Et je pense que c'est pas bon, hein. On le voit alors avec Hamilton. Je pense que Hamilton, à la fin de Mercedes, effectivement, comme l'a dit Lens, et c'est sans doute aussi la typologie de voiture qui a joué. Mais je peux m'empêcher aussi de penser que, en fait, quand ça fait trop longtemps qu'un pilote est dans une même écurie, c'est compliqué ensuite d'en partir, de se réapproprier un nouveau projet, un nouveau modèle, une nouvelle équipe et une nouvelle position. Et Leclerc aujourd'hui, enfin, quelles seraient ses issues? J'ai du mal à le projeter ailleurs. Déjà, il y a un sujet de rémunération évident puisqu'il est très bien payé chez Ferrari et je sais pas qui suit, peut-être Papa Stroll pourrait aligner le chéquier le jour où il voudra plus d'Alonso, mais bon voilà. C'est-à-dire que en fait, s'il est dans sa prison dorée, Leclerc, et qui est pas si doré que ça d'ailleurs, mais qui en tout cas est doré financièrement à la fin du mois. Mais enfin voilà, je pense que ses perspectives, il va aller jusqu'au bout du bout avec Ferrari, et c'est sans doute sain ni pour l'écurie ni pour le pilote. Ouais. Vous pensez qu'il est intouchable, Leclerc, chez Ferrari, et ou qu'un jour quelqu'un pourrait décider, si lui veut pas partir, lui dire bon bah Charles, ça fait maintenant 10 ans que t'es là, tu gagnes en moyenne. Parce que d'ici là, je pense qu'il aura passé la dizaine de Grands Prix gagnés. Tu as gagné un Grand Prix en moyenne par an. Est-ce que c'est pas le moment de se serrer la main et de passer à autre chose, ou c'est finalement comme dans des autres écuries, c'est le bébé de la maison et que finalement, quoi qu'il arrive, qu'il a aucune pression, comme on parlait de Norris, et moi c'est vrai que je les mets dans la même catégorie. Norris et Leclerc. T'as l'impression que ça gagne pas, bah, c'est pas grave, ça s'en fout. Moi, je suis pas d'accord avec toi. J'irai pas les mettre dans la case. Je partage pas. Lance Stroll, hein, faut pas abuser non plus, parce que lui c'est le top du top, hein. Je sais même pas s'il a fait le Grand Prix, s'il s'en fout. Enfin, tu le vois passer en interview, le mec, t'as vraiment l'impression que il a fait HEC pour reprendre la boîte de papa derrière, donc en fait c'est ouais, j'aurais voulu être un artiste. C'est en fait quand je vois Lance Stroll, j'ai l'impression j'ai cette chanson dans la tête limite. C'est marrant. Mais en même temps, le pauvre, il dit qu'il aurait voulu faire du tennis et son père, il lui achète une écurie de F, tu vois. C'est ça, Lance Stroll, c'est du tennis, c'est pas du golf. C'est tennis. Je crois que c'est tennis, hein. Bah c'est possible. Et je tombe pas de haut. Je tombe pas de haut pour le coup. Mais en tout cas, très sévère avec Charles Leclerc, Lens. En tout cas, je trouve qu'il est plus animé, plus énervé quand il perd. Il semble, il ressent, il a des émotions, il a envie de gagner, il aime pas perdre, alors que Norris, effectivement, il est un peu plus passif. Et ça se voit aussi dans son style de pilotage, je trouve. Mais bon, c'est chacun son avis. On pourrait faire un sondage sur les réseaux sociaux de Barbecue Sport Club sur Norris, Leclerc. Est-ce que c'est les mêmes ou pas? Moi, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord non plus, mais en tout cas, si un jour quelqu'un veut déboulonner Leclerc, ce qui est évident que tu peux faire avec Ferrari, et je pense que ça n'a pas le même effet avec McLaren, c'est que si tu veux le déboulonner, petit à petit, tu commences à faire glisser des petits trucs dans la presse, tu casses toute son image médiatique, et avec la pression des tifosi qui disent on n'en veut plus, je pense que tu le fais partir. Un bon compromat russe, c'est ça que tu veux faire? Exactement. On voit le plan de la stratégie. Ouais. Super. Je pense que ça s'y prête très bien en Italie. Ça marche sans doute un peu moins bien en Angleterre, mais bon, on sait jamais. Hein. Oh, les tabloïds, je pense que tu leur files des infos, il y a aucun problème pour qu'ils te désossent un mec. Hein. Ouais, mais je sais pas si ça fait, du coup, ça déstabilise la fanbase. Alors que Leclerc, t'as pas besoin de lui inventer un scandale de cul, tu vois, t'as juste besoin de dire Ferrari ne gagne pas à cause de lui.
Ok. Oui. Ouais. Est-ce que vous voulez ajouter des choses sur ce Grand Prix ou on parle des pronos qui étaient incroyables sur ce week-end de Bakou et qui seront, j'espère, encore plus excellents pour Singapour. Des trucs à ajouter ou pas? Non. Ouais, moi, Vas-y. je voudrais juste dire qu'au départ, c'est quand même un Grand Prix que j'envisageais vaguement boycotter. Mais enfin bon, si on boycottait tous les Grands Prix d'État totalitaire, on regarderait plus beaucoup de Grands Prix. Mais quand même, une petite pensée pour le régime politique azerbaïdjanais. Mais bon, quand j'ai vu d'un coin d'œil la qualif, je me suis dit ça va être un super Grand Prix, donc je l'ai regardé avec déception. Avec déception. Ok, mais une pensée aussi à notre ami Takuma Sado qui n'est pas là pour parler de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan et qui, je pense, aurait bien réagi à ce que tu viens de dire sur le régime là-bas. Ok, bah donc parlons de ce Grand Prix de Singapour qui se profile. Alors pas le week-end qui arrive encore, c'est dans 10 jours, c'est dans 2 semaines. L'année dernière, on avait une victoire de Lando Norris, suivi de Verstappen et de Piastri. Qu'est-ce qu'on va voir dans 2 semaines? Est-ce que justement les McLaren vont réussir à rebondir? Est-ce que les Ferrari et Charles Leclerc va être de nouveau au rendez-vous? Écoutez nos experts en parler sur Barbecue F1. Lassignol, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça, sachant que tu avais annoncé une victoire de Piastri suivie de Norris et d'Hamilton sur ce Grand Prix de Bakou? Pas facile. Hashtag expert. Pas facile. Surtout, je crois que je me suis petit suicidé quand même, comme on dit, avec de mettre Hamilton, mais bon, peut-être qu'au bout d'un moment, à force de le mettre, ça passera. Ça marchera. Et le seul week-end où je le mettrai pas, c'est là qu'il performera. C'est bien connu. Probablement. Guettez le week-end où il n'y a pas d'Hamilton dans les pronostics de Lassignol. Non, là, je pense quand même avec ces virages lents, mais on a vu que Piastri pouvait avoir du mal à prendre un virage à 90 degrés. Ouais, je mettrais un Russell qui gagne le Grand Prix, suivi d'un Piastri et d'un Verstappen. Ah, c'est pas mal ça, c'est habile. Suzanne, toi t'avais annoncé Piastri, Verstappen, Russell. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal en fait. Si tu crashes Piastri, t'es pas mal, hein. Non, mais je pense que t'es dans la team. C'était un peu le meilleur prono. C'était le meilleur prono de l'équipe. Donc, 2 pilotes sur 3 sur la boîte, sur ce Grand Prix-là, c'est beau. Ouais, mais il aurait fallu que quelqu'un mette Sainz quand même. Ça aurait été un... Et franchement, sur les sites de Paris, la cote Sainz sur le podium, alors, avant la qualif, parce qu'une fois que la qualif passée, la cote a dû largement diminuer. Mais je sais jamais comment on dit. Tu as 10 minutes de valeur, mais la cote augmente. Ouais, là c'est sûr avant même les essais libres, tu mets Sainz, tu mets 5 euros Sainz sur le podium. Tu gagnes un peu. Ah, tu peux organiser un petit voyage, un petit week-end sympathique. J'ai jamais regardé la cote de F1 dans les paris sportifs. Il me semble que j'avais regardé le temps où Verstappen gagnait tout le temps. Et c'était pas. La cote, c'était 1,15 ouais, ou 1,2. C'était ça. Et donc après, mais en fait, c'est quand même pas, c'est pas très simple quand même d'annoncer un podium juste. Il y en a pas tant que ça par saison, en tout cas dans la team, dans l'équipe qui y parviennent. Il se trouve que les cotes sont pas à la hauteur de cet exploit exceptionnel accompli que par quelques grandes figures de barbecue F1. Et donc Suzanne, Alors, Singapour. Pour Singapour, je mise quand même sur un comeback de Piastri. Donc, je mets Piastri en 1. Et si jamais il n'y arrive pas, c'est Piastri est fini pour le reste de la saison pour moi. Piastri, sauf s'il a un abandon moteur, ça ne sera pas de sa faute. Mais Piastri 1, Russell 2 et...
J'hésite entre Norris ou Verstappen. Je vais la jouer sécure, je vais dire Norris. Donc ça va être Verstappen. Ah, là, il y a pas mal de... Voilà, chacun sa théorie du chat noir. Il faut faire le... Enfin, voilà. Faut pronostiquer l'inverse de ce qui va se passer pour que ça se passe. Moi, je vais annoncer une victoire de Oscar Piastri, suivi de Lando Norris, suivi de Max Verstappen. Voilà, un truc très calme, très posé. C'est un pronostic à la Lando Norris que je viens de faire. Parce que l'année dernière, c'est Lando qui avait gagné. C'est Lando qui avait gagné, Max deuxième et Piastri 3. Ouais. Et George quatrième. C'est ça. De mémoire, Georges, il aime bien Singapour. Ouais, bah il l'avait Et Leclerc gagné, aussi. Ouais. Ouais, Leclerc aussi. Donc on sait jamais, mais là Ferrari, je pense que. Ouais. Et c'est là que Lewis fait victoire. Et ça serait pas mal, mais vous l'avez pas mis dans les pronostics. Donc c'est peut-être parce que vous voulez que ça se passe. C'est parce que vous voulez que ça se passe. C'est pour ça que vous l'avez pas mis. Je verserai ma petite larme. Franchement, quand Lewis fera son podium en rouge, sa victoire en rouge, je pense que je verserai une petite larme. Ok. On va voir Suzanne débarquer habillée toute en rouge au podcast. Ouais, ça serait pas mal. Et est-ce que Briatore, est-ce que vous savez s'il a prévu quelque chose pour Singapour ou pas? C'est pour cette saison. Non, ça vous. Voilà. Pas de commentaires. Visiblement, j'imagine qu'il a prévu de mener la grande vie. Je pense que il arrive encore plus en disant c'est mon écurie de Grand Prix en Grand Prix. Mais. Ok. Mais bon, voilà. Bon, ben on va en rester là alors, suite à ce Grand Prix de Bakou et prochain Grand Prix Singapour. Donc on se retrouve dans 2 semaines. C'était un plaisir de se retrouver autour du micro tous ensemble pour parler de F1. Et puis donc, à dans 2 semaines. Salut, ciao ciao. Ciao. Ciao.